Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va bien, merci, je pète la forme comme on va dire. Il fait beau, il fait du soleil, c'est nickel. Les week-ends, on sait aller rouler à moto, impeccable. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler justement de moto. On va travailler aujourd'hui sur une BMW 1200 GS et on va regarder pour améliorer le freinage de cette moto parce que le freinage, selon le propriétaire, est mou. Donc on va regarder pour changer le mètre-cylindre de commande et éventuellement aussi les plaquettes. On va regarder un petit peu ce qui se passe là-dessus parce qu'on avait déjà un petit peu regardé sur tout le système de commande et la fonctionnalité, les étriers et tout ça était bien fonctionnel. Donc on va un petit peu modifier tout ça. Voilà, si par hasard vous tombez sur la chaîne impromptunément, eh bien vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner. La petite cloche, bien sûr, pour toujours être prévenu des vidéos à venir. Le petit pouce bleu qui fait toujours bien grandement plaisir et qui sert au référencement de la chaîne sur YouTube. Vous n'hésitez pas à vous partager l'ensemble sur les réseaux sociaux. Vous venez nous rejoindre également sur Instagram et sur Facebook. Il y a des groupes pour ça, des groupes de discussion avec toute la communauté et vous pouvez poser toutes les questions que vous désirez et on essaiera toujours d'y répondre dans un bref cours de temps le plus réduit possible. Voilà, ah ben écoutez les amis, sans plus attendre, on va se rendre dans l'atelier et on va regarder sur cette BMW 1200 GS qu'est-ce qui se passe. Allez les amis, vous me suivez? Allez, go! Alors voilà les amis, nous voici donc dans le garage et vous voyez ici devant moi donc la BMW R 1200 ADV pour Adventure et vous voyez mon ami Eric qui est là, qui est l'heureux propriétaire de cette machine. Et donc aujourd'hui Eric, ce qu'on va faire, on va regarder donc comme tu as dit au mètre-cylindre de frein avant. On change le mètre-cylindre de frein avant, voilà. Donc en voilà un autre ici. Donc bien entendu, ça se situe à droite de la machine, de l'autre côté étant toujours l'embrayage pour les novices. Donc on va changer cette partie-ci, voilà, on va garder bien sûr la gaine ici qui est déjà même un système de kit frein Durit Aviation qu'on appelle ça. Et on va vérifier ensuite sur les étriers à l'avant de voir si tous les pistons fonctionnent bien. Et en même temps, c'est ce que tu m'as dit, on va en profiter pour faire le changement de plaquette. Hein. Bien sûr. Voilà. Parce qu'en fait, quel était le souci? C'est que tu te plains d'avoir un freinage trop mou, c'est ça? Oui, en fait, la poignée reste très molle et il faut que je pompe 2-3 fois pour avoir un freinage plus puissant. Voilà. Alors qu'on a fait un entretien complet, une purge totale de tout le système, avec un remplacement total du liquide de frein. Mais malgré ça, ça reste toujours quand même mollasson. Donc on va s'occuper de ça. L'autre mètre-cylindre ici, c'est un mètre-cylindre avec un diamètre intérieur plus... Je pense pas qu'il est plus large. En fait, il vient du Nixer, donc BMW aussi, Ouais. Nixer, Ouais. 1000. Et en fait, c'est un Nissan. Ouais, c'est un Nissan. Ouais. Mais il n'y a rien qui dit dessus que le diamètre interne Non, en fait, du piston mètre-cylindre... C'était 15 et c'est quand même du 14. C'est quand même du 14, c'est le même que celui qui est là. Ouais. Mais à la rigueur, il va peut-être fonctionner mieux que l'autre. Voilà. Eh bien, on va voir. Donc, on va s'atteler à ce petit boulot-là aujourd'hui, les amis. Donc, on va démonter le mètre-cylindre. Avant ça, on va enlever complètement le liquide de frein de la partie avant. Et donc on va faire ça à partir d'ici en dessous, hein. Donc on va faire par aspiration sur les purgeurs, on va enlever tout le liquide et puis on va venir donc démonter la partie ici, donc on va virer ceci pour avoir plus facile, protection, et puis on va regarder, normalement c'est toujours une petite bride qui se situe en dessous, on vient faire à démonter normalement un ou deux petites vis, on va démonter ceci qui est le système qui va aux étriers. Et on enlève l'ensemble avec la poignée ici et on va regarder si la poignée qui est dessus, le nouveau, c'est la bonne, elle fonctionne bien, ou si éventuellement il faudrait remettre celle-ci pour avoir la bonne longueur et la bonne distance aussi pour les doigts. Donc on va regarder à ça. Allez les amis, moi je vous positionne autrement et on commence le boulot. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, donc on va commencer par ici, on va démonter, on va dégrossir un petit peu tout ça.
Donc on va démonter le ram mount ici. Donc là, une clé de 11, je pense. J'ai pas toi qui l'a, Eric, je pense, la clé de 11, clé plate de 11. Ici. Voilà. Donc, on va enlever ça pour faire de la place. Après, on enlève le protège-main qui inclut même le rétro dedans. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter le rétro tant qu'il est encore fixé sur la moto. Comme ça vous évite de vous battre avec tout le système alors qu'il n'y a plus rien de fixé. Pour desserrer, ben, c'est toujours plus simple lorsque vous avez des éléments enlevés, de les enlever tant qu'ils sont encore fixés sur la moto. Voilà, on enlève le ram mount. Voilà, je te donne tout ça pour mettre sur le petit atelier. Voilà, alors ici, on va dévisser le rétro. Là, on a un écrou et un contre-écrou. On est en 14. Alors, vérifiez. Ah, voilà, donc il y a une chose à vérifier quand même de temps en temps sur les pas ici des rétros, c'est qu'il y a des rétros qui se vissent en pas contraire. Donc toujours bien vérifier. Ici, ben, vous avez vu ce que je fais, je mets la clé, je force un petit peu dans un sens, mais sans forcer de trop, parce qu'évidemment, si je suis dans le sens du serrage, je risque peut-être de le casser. Donc ici, ben, vous voyez, j'ai pris en l'occurrence le contre-écrou qui vient de blocage, et même on a tout l'ensemble qui tourne. Donc ben, c'est nickel, tant mieux. Donc on n'a pas trop à se casser la tête, il y a tout qui vient. Et en plus, on ne va pas bouger au réglage, comme ça il n'y aura qu'à le remettre dans l'autre système et la hauteur et le blocage sera déjà réglé. Ouais, merci pour tenir la bulle, comme ça, voilà. Enfin attention, on a une flotte en dessous. Voilà, alors on voit déjà plus clair. Maintenant, on va démonter le protège-main. Alors pour ça, petite clé Torx ici sur le devant. Donc là vous avez une vis avec une flotte qui est intégrée, voilà. Et ici là il faut prendre un gros Torx de 47 parce qu'elle est fixée en même temps dans les embouts de guidon. Donc comme ça on démonte tout en même temps. Je me demande même s'il est... Non, ça va. J'allais dire les embouts de guidon, ils ont l'air d'être solidaires avec le système. Mais non, en fait vous avez la grosse vis. Ah, j'ai un livreur. Je vous reprends tout de suite les amis. Voilà les amis. Bon désolé, il y avait un livreur à la porte. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va ouvrir le bocal ici. On va enlever le surplus de liquide avec une petite seringue et un petit bocal. Comme ça nous évite de passer une demi-heure sur le purgeur à tout retirer. On enlève le plus gros. C'est toujours plus simple. Même si vous devez remplacer le liquide, bah, c'est une chose que je vous... comment est-ce qu'on dit? Que je vous dis que vous pouvez faire à l'avance. Je ne sais plus trouver mes mots. C'est d'enlever le plus gros du liquide. Donc si vous avez passé 3-4 ans avec le même liquide. Hein. Rappelez-vous qu'il existe des petits testeurs pour vérifier si... Ah bah d'ailleurs on va le faire, comme ça on verra bien. Comme ça je vais vous montrer en même temps, ceux qui n'auraient pas déjà vu la procédure de test d'un liquide de frein. Et ça vaut autant pour une moto que pour une voiture. Bon, ça je vais le mettre ici par terre parce que comme c'est de l'huile de frein, on fait toujours bien attention de ne pas en avoir sur le carénage et nulle part, surtout sur la peinture, parce que sinon ça bouffe la peinture. Alors je vais vous montrer avec un petit appareil. Prendre ça ici. En fait ça se présente sous forme de bic. Donc les personnes qui me suivent, bah, vous l'avez déjà vu, c'est un petit appareil qu'on appelle un testeur de liquide de frein. Donc, tac, voilà. Donc en fait, ça ressemble à ça, voilà. Donc, vous enlevez le petit bout, vous avez deux petites électrodes, et vous avez un petit bouton ici que vous allumez, voilà. Donc là, il est vert, la batterie est bonne. Et simplement, en venant tremper les deux électrodes dans votre liquide de frein, donc c'est uniquement valable pour les liquides de frein, hein. Mais autant DOT 3, DOT 4 que DOT 5, ça c'est valable. Alors vous avez une première partie où il fait marquer OK, donc ce qui veut dire que c'est ici inférieur à 1% du taux d'humidité, inférieur aussi à 2% de taux d'humidité, et alors après là on arrive dans le rouge, la partie supérieure, c'est qu'on est supérieur à 3% et à 4%. Donc on va vérifier celui-ci, donc on allume, tac, on le met dedans et vous voyez qu'il est absolument pas bon. Il est dans le rouge. On avait changé le liquide de refroidissement, le liquide de frein.
Ah ben ça c'est vraiment bizarre ça. Est-ce qu'il faudrait peut-être dire que là, il faut vérifier le joint d'étanchéité de ton capuchon pour regarder si le liquide ne capte pas l'humidité de l'air ambiant. Parce que c'est pas normal. Ah ouais, ici on est on est complètement dans le rouge. Donc c'est pas normal si on a changé le liquide qu'il soit déjà mort, je vais dire. Donc qu'il soit déjà avec un taux d'humidité aussi haut. Donc là, on va s'intéresser au couvercle. Parce que un liquide de frein, enfin un bocal de liquide de frein, lorsqu'il est ouvert, donc un récipient, hein, donc celui d'1 litre que vous achetez, eh bien c'est grand maximum 6 mois et après vous pouvez jeter tout le reste. Parce qu'en fait, le liquide de frein, il capte énormément l'humidité de l'air ambiant. Et de ce fait-là, eh bien c'est comme si on mélangerait de l'huile avec le liquide de frein. C'est pas du tout compressible à la même pression et donc de ce fait-là, ben, vous n'avez pas de bon frein. Donc voilà. Alors, à savoir que moi, lorsque j'ai remplacé ceci, je garde toujours mes bocaux avec des tests réguliers pour savoir bien sûr si les liquides sont toujours bons ou pas. Bon, vous vous doutez bien qu'avec le débit qu'il y a ici, il ne me faut pas 6 mois pour vider 1 litre. Ça, que ce soit sur la Goldwyn ou quoi que ce soit. Donc là, on regarde. Donc ici, on regarde un petit peu le joint. Le joint a l'air tout à fait correct parce qu'en fait ici, ce qui est assez rare même d'ailleurs sur une moto, c'est qu'il y a la petite ventouse à dépression, on appelle ça ici, et qui sert en même temps de joint. Parce que normalement vous avez toujours ce petit caoutchouc là, puis normalement vous avez un petit plastique qui vient au-dessus pour bien aplanir le joint, et puis vous avez seulement le capuchon. Et en fait ce petit caoutchouc-ci, il sert à quoi? Ben, il sert tout simplement à faire ce qu'on pourra appeler un appel d'air. J'ai bien dit ce qu'on pourra appeler. Hein. Pourquoi? Ben parce que ici, le liquide de frein, quand il va descendre au fur et à mesure que vous allez pomper, ben, il faut que le dessus, donc au-dessus du liquide, il faut qu'il y ait de l'air qui puisse descendre. Parce que si vous bouchez tout complètement, ben, ça va faire un vide d'air. L'air va retenir le liquide qui va empêcher de descendre vers le bas. Donc c'est l'utilité de cette petite membrane qui va se déformer vers le bas pour permettre au liquide de descendre et à l'air de prendre un peu la place. Et vous comprendrez bien sûr que c'est pas le même principe qu'on retrouve dans un réservoir de voiture, parce que le réservoir de voiture, le bouchon, mais là vous avez un trou avec une valve qui permet de laisser rentrer l'air au fur et à mesure que votre essence ou diesel descend. Mais ici on peut pas faire de trou dans ce caoutchouc-ci parce que sinon immédiatement l'air va rentrer et se mettre en contact avec le liquide de frein et d'office c'est plus bon. Voilà, donc voilà le principe de ce petit soufflet ici en caoutchouc. Bon, de toute façon, la question ne se pose pas. Comme on change tout, on va vider tout l'ensemble. Voilà. Alors, petit récipient, toc, petite seringue, et on aspire. Voilà. Voilà. Ici, il n'y a plus rien. Voilà, tac. Donc ça, on met là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va vider tout le reste en faisant comme une purge de frein en fait. On va utiliser le système à décompression du purgeur de frein. Bon, je vous le remonte en vitesse, mais il a déjà été montré dans maintes de vidéos. Donc c'est ce système-ci. Ça, vous savez trouver sur monoutillage.com chez l'ami Sylvain. Donc c'est un système qui permet que lorsque vous appuyez sur la gâchette, ça crée un vide d'air et via le petit tuyau ici que vous venez mettre sur votre purgeur, ça aspire tout votre système et ça récolte dans le récipient tout votre ancien liquide de frein. Voilà. Alors, ça je vous montre pas comment faire une purge, ça a déjà été montré une vingtaine de fois dans diverses vidéos, donc vous allez pouvoir regarder ça dans d'autres vidéos. Donc moi ici, on va purger les 2 étriers et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tantôt les amis. Donc, nous voici sur les étriers. Donc, on a effectué la purge. Comme je vous ai dit, je vous ai pas expliqué. Il suffit, on met ici, on dessert le purgeur et on aspire tout le reste. Donc voilà, c'est pas chinois. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, toujours, comme je viens de dire, pour le rétro, on dévisse les éléments qui sont le plus durs à défaire tant que c'est fixé. Donc ici, on va dévisser les plaquettes et puis on va déjà dévisser le flexible pour avoir l'étrier facilement en main et après aller sur le banc de travail et regarder
pour nettoyer les pistons et éventuellement le bord avec les caoutchoucs pour voir s'il n'y a pas de crasse ou quoi. Donc on fait attention au petit ressort ici qui compresse les plaquettes pour ne pas le perdre. Voilà, et qu'est-ce qu'on peut faire? On prend un petit tournevis plat et on vient écarter nos plaquettes. En fait, on vient repousser les pistons. Voilà. Alors pour ça, on ne pousse jamais sur le disque ni sur les plaquettes. On se met à un endroit où il n'y a pas de revêtement. Voilà, et on fait une petite pesée. Alors pourquoi? Tout simplement parce que si vous poussez sur le disque, vous pouvez le voiler. Ça, c'est déjà une chose sûre et certain. Et deuxième chose, si vous poussez sur la plaquette, si elle est usée et que vous allez l'acheter, ok, pas de souci. Mais si jamais vous voulez la remettre, bon ici, il était temps, hein. Parce que si vous voulez, si vous faites une pesée ici dessus, sur le matériel de friction, si vous faites une pesée avec un tournevis, vous allez faire un coup et vous allez enlever un morceau de matériel de friction qui va se répercuter sur une trace à l'usure sur votre disque. Donc ne jamais faire de pesée sur le matériel de friction. Ouais, c'est tout juste parce qu'ici on voit encore à peine, alors qu'ici on voit même plus les traces. Donc là, c'était vraiment grand temps. Donc voilà, maintenant on dévisse ça ici. Là, je sais pas trop. Là, on est en 13, donc ça doit être du 14 ou du 15, je pense. Ça, c'est peut-être trop grand. Ouais, ça, c'est du 17, du 16. Ouais, donc c'est ça, c'est 14 ou 15. Donc ça doit être ici. 14, 15. Voilà. Alors, ça, on essaie de travailler ça avec précaution parce que généralement les purgeurs c'est assez délicat. D'ailleurs ici ça tourne pas comme ça devrait, donc ça me plaît pas. Donc on va prendre quelque chose qui prenne mieux l'empreinte pour ne pas ovaliser le. Voilà, je suis dans du 13. Ça c'est du 14. Et alors, et la 15, elle est où? Évidemment, c'est toujours celle qu'on cherche qu'on ne trouve pas. Ça c'est 17. 17. On va pas chipoter, on va prendre une bonne douille en 15. Donc là je suis en 14. Encore du 14 et du 15. Voilà. Donc c'est du 15. Prenez une bonne douille à 6 pans. Donc comme ça vous êtes pile poil sur le système. Seul petit hic, c'est vu la longueur du téton ici. Ah mais ce que je vais faire c'est que je vais l'enlever. Oui, stupide. Voilà, si j'enlève ça, parce qu'évidemment, vu la longueur du purgeur, ça vous empêche après de venir emboîter la douille de votre cliquet. Donc voilà, comme ça. Oui, je parie que j'ai repris la 14. Bien vu. Voilà. Parce qu'en fait, ici, c'est pas toujours le cas, hein, mais ici, vous aurez remarqué que le raccord, voilà, le raccord banjo, on appelle ça, donc ce sont des raccords banjo, ce sont des raccords en fait avec un trou ici dedans, donc ça veut dire que tout le pas fileté ici est creux, vous avez un petit trou ici, et donc du fait que c'est creux, c'est pour ça que c'est très fragile, donc ne pas forcer là-dessus. Et sur un raccord banjo, vous avez généralement toujours un joint cuivre sur le devant du raccord banjo, donc sur le dessus ici, et puis vous passez à travers, puis vous avez un autre joint cuivre sur l'arrière du raccord banjo. Donc à l'occurrence, le voilà ici. Donc vous voyez, il y a deux joints cuivre. Faites pas comme j'ai déjà vu, où il y en a des personnes qui mettent les deux joints à la même place. Hein. Ça sert à rien. C'est un avant et un après. Voilà. Et toujours bien faire attention. Si jamais vous devez forcer et que c'est très dur, on ne force pas, on met du décal-tout ou quoi que ce soit avant, ça doit sortir tout seul. Sinon, votre raccord, il va s'ouvrir en deux comme une feuille de papier. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Ici, tout est défait. Voilà. On peut déjà enlever quand même le plus gros du liquide de frein.
Comme ça, on est sûr certain qu'on peut en mettre partout. Voilà. Alors maintenant, on va le désolidariser. Donc on va enlever l'étrier complètement. Donc ici, on a une clé de 13. Donc, voilà. Voilà. Je pense qu'il y a un intérieur. Non. Je pensais qu'il y avait un intérieur. Comment? Torx, mais non. En fait, c'est uniquement extérieur. Et c'est un pas carré de 13. Donc on enlève les deux goujons. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser notre poignée pour pousser un petit peu le reste du liquide qu'il y aura encore dans la tuyauterie, mais normalement il ne doit plus rester grand chose. On met bien un linge en dessous pour pouvoir bien récupérer ça, et surtout que ça ne saute pas à gauche à droite pour en avoir sur la moto. Donc vous voyez ici, voilà, un piston, deux pistons, trois pistons, quatre pistons. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre du dégrippant bien autour ici, comme ça, ça va pénétrer le long des joints des caches anti-poussière et ça va descendre jusqu'aux coupelles qu'on appelle ça. Donc comme ça, le piston il sera bien libre. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ici, ben, vous prenez soit un petit, je sais plus comment on appelle ça, un petit serre-joint, merci Eric. Donc un petit serre-joint, vous mettez un petit serre-joint ici et vous rappuyez sur le piston pour voir s'il descend relativement facilement, ou si vous devez serrer comme un malade pour pouvoir le faire descendre, ben, ça veut dire que votre piston est ripé. Donc là, soit vous changez tout l'étrier, ou soit vous démontez le piston et on vend des kits de réfection avec des nouvelles coupelles et tout pour vous remettre dans les pistons. Mais pour ça, il faut bien regarder que vos pistons ne soient pas ni rouillés ni griffés. Parce que la moindre griffe ou la moindre tache de rouille sur un piston de frein fait que à cet endroit-là, ça va fuir. Ça, c'est sûr et certain. Donc ça, on vérifiera comme il faut. Alors, voilà, ici, bah, tu peux appuyer légèrement sur la poignée. Voilà, il y en a encore un tout petit peu. Ça, c'était sûrement dans la partie maître cylindre qui était dans la poignée. Voilà, bah ici, c'est des bulles qui sortent. Donc, il y a quelques gougouttes, mais bon, autant les laisser sortir sur le linge que sur la moto. Voilà. Voilà, il n'y a plus rien du tout, c'est bon. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est vous vous prémunissez de papier. Vous faites une grosse boulette et vous venez mettre ça autour de votre durite. Pour pas que ça coule partout. Donc ici, bah, la curante, comme le trou d'arrivée est dedans, on va essayer de mettre ça comme ça. Comme ça, il n'y a rien qui va couler partout. Voilà. Parce que le liquide est tellement corrosif que même sur la couleur du pont, bah, il va bouffer la couleur du pont. Bon, c'est pas que je tiens réellement à ma couleur bleue, mais on va essayer de le garder le plus longtemps possible en bonne santé, on va dire. Voilà, alors on prend tous les petits éléments, on va sur le banc de travail et on va nettoyer tout ça. Allez, on se retrouve tout de suite après. Voilà, mes amis, donc nous voici de retour. Vous pouvez constater que le nouveau maître-cylindre est remis en place. Alors, donc, celui-ci provient, donc Eric me dit, d'un BM 1000, combien? RR? XR, voilà. Donc ça provient d'un 1000 XR. L'empattement ici pour, je sais plus, zut, pour la fixation, donc pour le guidon, ça c'est nickel, ça il n'y a pas de problème. À part que lui, on ne lui a pas donné la bride d'origine, donc on a dû récupérer la bride de l'ancien, mais malheureusement, l'empattement pour les vis est légèrement plus large sur le nouveau maître-cylindre, donc j'ai simplement dû faire une lumière un peu dans la bride ici pour pouvoir mettre la vis. Voilà, tout simplement. Mais sinon, voilà. Donc le flexible est remis avec de nouveaux joints sur le raccord banjo. Voilà, bah, je vais y arriver. Et par contre, ce qu'on est obligé de faire, c'est de garder la poignée qui va avec ce maître-cylindre parce que le mécanisme n'est pas du tout le même que la poignée d'origine de votre GS. Voilà, mais sinon il n'y a pas de problème, vous voyez qu'elle tombe pile poil au bon emplacement aussi, donc ça il n'y a pas de souci. Donc ici, hop,
on a remis déjà, donc l'ami Eric s'est affairé à nettoyer tout ça le mieux possible. Donc on a fait fonctionner, il a fait fonctionner les 6 petits pistons, a mis du dégrippant partout, on a bien nettoyé les 6 petits pistons, on a nettoyé ici tout l'intérieur, le système de valve ici avec le raccord banjo et le purgeur, tout ça est bien nettoyé. Donc maintenant, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre... Bon, il n'y a pas de placement de produit, hein. Ici vous voyez que c'est du TWR, mais TRW pardon, mais ça on s'en fiche. Donc on va mettre les 2 nouvelles plaquettes. On a nettoyé le petit ressort et alors surtout très important, on a bien nettoyé le petit axe ici parce que là dessus faut que, puisque ça vient se mettre juste entre eux ici de vos plaquettes, vous voyez, c'est là que l'axe se met. Donc il faut absolument qu'il soit nickel blinquant. Pourquoi? Parce que ben, les plaquettes, elles coulissent dessus. Si vous avez quelque peu de calamine ou de saloperie qui reste sur l'axe, à bien frotter pour que les plaquettes puissent bien se déplacer. Donc voilà, on replace les plaquettes et puis on refait une purge. Donc on va faire la même chose de l'autre côté, hein, bien sûr. On va remettre la même chose, l'étrier, patati patata, et après on s'occupera de faire une purge. Allez les amis. Je vous positionne autrement et moi je remonte l'autre étrier de l'autre côté puis on se retrouve. A tout de suite. Voilà les amis, donc les étriers sont remis, les plaquettes sont remis. Alors petite info, les étriers, les vis de fixation des étriers 39 Nm. Bien mettre un peu de graisse cuivrée comme d'habitude sur les endroits où les plaquettes coulissent. Donc bien sûr l'axe et les extrémités des plaquettes. Donc sur vos étriers ou sur les bouts des plaquettes, puisque ça revient au même, ça coulisse. Donc voilà. On a remis le raccord banjo ici avec notre petit purgeur de ce côté-ci. Et on a fait la même chose de l'autre côté. Voilà. En faisant bien attention de replacer le câble ABS. Donc faire attention, ici on ne l'a pas démonté. Un petit conseil, évitez le plus possible de démonter vos câbles ABS. Parce que la platine ici, plastifiée au bout avec le petit boulon, à la longue, ça sèche et ça vient vite se fêler. Et si vous avez une fissure dans le capteur ABS, c'est une défaillance. Donc évitez le plus possible de dévisser ça, laissez ça et poussez le câble sur le côté. Il ne nous emmerde pas, il est là et tant mieux. Voilà, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va purger, tout simplement. Donc, je vais mettre mon appareil ici dessus. On va purger à dépression, tout en remettant du liquide dans le bocal en haut pour ne pas avoir d'appel d'air. Et voilà, comme ça, le système sera fait. Il n'y aura plus qu'à, comme on dit. Voilà, ah ben, allez, je purge. Donc ça, ben, même chose, je ne vous montre pas, hein, parce que c'est dans d'autres vidéos. Et après, ben, il n'y aura plus qu'à faire un petit essai routier. Allez, à tantôt. Voilà les amis, donc tout le système est fini, tout a été purgé, donc maintenant ben, vous pouvez voir, voilà, là on arrive chez les GS. À mon avis la course est quand même assez longue sur le système de freinage, parce que j'ai remarqué, même en général chez BM, la course est relativement assez longue pour arriver vraiment à avoir un freinage maxi, donc bah, ici il n'y a pas de problème, tout est bien purgé. Ici, tout est remonté, les plaquettes sont remises. Voilà. Ne pas oublier de remettre vos petits capuchons sur vos purgeurs pour éviter que la crasse s'installe. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va changer les plaquettes à l'arrière. Donc, ici, donc rien de compliqué, hein. On va faire comme on a fait à l'avant. En fait, on ne va pas se tracasser. On va tirer complètement l'étrier arrière, voilà, pour nettoyer comme il faut tout l'ensemble et changer les plaquettes. Donc, pour ça, vous enlevez les 2 petits boulons ici en Torx. Ouais, je vais quand même défaire aussi ça ici, comme ça, le petit boulon ici, Jumbo. On enlève avec les 2 nouveaux joints qu'on va remettre. On fait très attention, comme je vous ai dit, au capteur ABS. Donc ça, on ne va pas bouger au câble, on le laisse bien. Et ainsi, comme ça, on peut démonter tout ça à son aise sur l'atelier, donc sur l'établi. Et tout nettoyer comme il faut, pas avoir de dur nulle part, vérifier les pistons et tout. Et puis on refera une purge totale du système également. Voilà. Allez les amis, moi je démonte ça, on se retrouve après directement sur le banc. A tout de suite. Alors les amis, petite astuce, vous voyez ici il y a une goupille à l'arrière, donc vous devez chasser, il y a une goupille donc ici à travers, et sur cette goupille vous avez 2 petites goupilles, attendez je suis en train de la chercher, je l'avais mis là quelque part, bah merde, je l'avais foutu là, ouais voilà. Donc en fait vous avez 2 petites goupilles comme ça, une ici au début de la tige et une qui vient juste à l'arrière là. Donc il faut enlever vos 2 petites goupilles et après à l'aide d'un chasse
comme ceci, comme Eric va vous montrer. Voilà, vous tapez tout doucement. L'axe, lui, eh ben, il recule, il recule, il recule. Et puis il va tomber de l'autre côté, et ce qui va permettre de... Oh, tu peux y aller complètement à fond, tu sais. Ouais. Ouais, vas-y avec le chasse complètement. Parce que évidemment il y a plein de corrosion, puisque vous êtes sur la roue arrière. Hein. Donc vous enlevez votre petit axe ici, et vos plaquettes vont tomber. Ce qui va permettre d'avoir plus de place, en enlevant les plaquettes, pour pouvoir enlever votre étrier. Parce que si vous ne faites pas ça, il n'y a pas assez de place, votre dessus d'étrier vient taper sur le dessus de vos rayons, ici. Donc vous ne savez pas l'enlever. Donc voilà, donc ceci c'est enlevé. Les deux petites vis ici, vous n'êtes même pas obligé de les enlever complètement. Il y a un petit, comment est-ce que je vais dire, un petit truc métallique qui tient en même temps pour le câble ABS. Donc il va tenir vos vis. Donc comme ça, vous risquez même pas de les perdre. Voilà. Et alors ici, après, vous retirez vos deux plaquettes. Ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de jeu pour incliner votre étrier et le sortir par rapport à votre jante. Voilà. Allez, donc on enlève les plaquettes, on retire l'étrier, puis on se retrouve sur le banc de travail. A tout de suite. Voilà les amis, donc l'étrier arrière est remonté, les nouvelles plaquettes sont mises. Le liquide, également liquide de frein, a été remplacé. Voilà, comme d'habitude, les toutous qui disent bonjour. Donc on va attendre 2 minutes. A tout de suite. Donc voilà, donc ici on a refait le niveau donc, du bocal pour l'arrière. On a tout purgé. Et alors, ce que je dois vous annoncer, c'est que cette moto-ci, donc c'est une 1200 GS Adventure qui a, je pense, c'est 80 000 km, plus ou moins. Eh bien, elle va nous servir de test pour les produits XR1. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre. Donc voilà, ce sont les produits XR1. Attendez, je vais essayer de faire une belle petite mise au point quand même, parce que là, c'est méchamment merdique. Décidément, je ne sais pas pourquoi que ces trucs-là, ça me fait toujours ça. Bon, voilà, je vais mettre ça comme ça. Voilà, et je vais faire une mise au point manuelle, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc, les produits MCR X1R, qui est un anti-friction. Donc, ce sont des produits qui viennent de la NASA. Ça fait 20 ans qu'ils sont utilisés dans la NASA et ces produits-là sont anti-friction, mais quand on parle d'anti-friction, c'est vraiment de l'anti-friction. Ils ont fait le test avec un avion qui a volé sans huile, donc pression d'huile zéro, uniquement traité avec ce produit et l'avion il a volé et il a atterri sans problème. Ici, on vient d'en mettre donc dans les motos, attention, c'est maximum 2%. Sinon, vous risquez d'avoir du patinage dans les embrayages. Donc, à concurrence de 2%, j'en ai mis dans cette moto-ci. Et on entendait, avant de mettre le produit, quelques légers bruits, je vais dire de vilebrequin, de bielle, enfin léger, ou même de soupape, parce que bon, faut pas oublier, c'est un moteur boxer, hein, donc moteur latéral. Donc peut-être soupape aussi. Juste avant ça, avant de mettre le X1R dans la moto, on entendait quelques bruits, soit de bielle ou légèrement de soupape ou quoi que ce soit. Et on en entend beaucoup moins. Mi et Eric peut confirmer. Voilà. Et bon, pour rappel, puisque tu n'étais pas là, c'est bien plus ou moins 80 000 qu'elle a. Hein. 85 000 km et c'est une R1200 Adventure. Voilà. Donc ici, lui va aller. C'est où que tu pars avec? Dans les Alpes, donc voilà, et après son périple dans les Alpes, il reviendra nous dire qu'est-ce qu'il pense du traitement X1R, mais je pense qu'il n'y a pas photo, puisqu'on entend déjà maintenant beaucoup moins de bruit, rien qu'en l'allumant sur le pont. Donc voilà, donc on nous fera un petit retour, il viendra faire un petit feedback pour nous dire exactement qu'est-ce qu'il en est. Voilà les amis, écoutez, on en a terminé pour la vidéo sur cette moto. Donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures dans les vidéos suivantes. Et l'ami Eric, lui, on lui souhaite de bonnes vacances et bon séjour. Allez, salut à tous!